Merci pour le support de la Chambre de commerce pour ce forum. Alors, voilà, pour commencer pour le thème d'aujourd'hui, c'est vrai que dans un cadre américain où l'endettement est roi et est plus valorisé que l'épargne, qui est si chère à nos mentalités conservatrices françaises, il est important, très important, de pouvoir maîtriser son historique de crédit. Donc voilà, notre intervenant Adrien Hérault, partenaire à USA France, également directeur de l'équipe commerciale. Adrien qui nous a rejoint depuis 2014, passionné de planification patrimoniale. Donc, voilà, Adrien, je te laisse peut-être faire la présentation d'USA France. Oui, tout à fait. Merci Cédric pour l'introduction. USA France Financial, bon, j'imagine pour ceux qui étaient sur les autres sessions, on vous l'a déjà présenté, mais rapidement, on a un cabinet de gestion privée. On s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des cadres et entrepreneurs français franco-américains qui sont venus s'installer ici aux États-Unis. Et le but, c'est de les accompagner dans la mise en place de stratégies qui sont optimales ici aux États-Unis, bien sûr, mais également qui seraient flexibles et portables si un jour vous décidez de quitter les États-Unis, que ce soit pour rentrer en France ou aller ailleurs dans le monde. Alors, aujourd'hui ensemble, comme le disait Cédric, on va parler du credit score. Le credit score qui est un élément clé dans votre planification financière ici aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que en un clin d'œil, il permet à un prêteur de savoir si vous utilisez le crédit de manière raisonnable. Pourquoi vous avez besoin d'un credit score ? Ça, c'est assez simple pour pouvoir prendre du crédit. Alors que ce soit du crédit immobilier, que ce soit du crédit à la consommation, du crédit pour acheter une voiture, mais ce sera également utilisé par exemple, votre propriétaire, si vous louez un appartement, c'est ce qui va lui permettre de savoir le risque qu'il prend en vous acceptant en tant que locataire. Il faut savoir que les compagnies d'assurance également utilisent le credit score. Ça leur permet également d'évaluer leurs risques. Et quelque chose de plus original, on n'a pas l'habitude en France, mais les employeurs, lorsqu'ils font un background check, ils ont accès à votre credit score. Et voilà, ça leur permet de voir à peu près comment vous gérez vos finances. Alors, au-delà de cela, il faut savoir que le credit score, il va également vous permettre d'économiser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars sur le moyen long terme. Alors, quand je dis ça, généralement, les gens me disent « Adrien, vous êtes gentil, mais je ne mets pas de l'argent de côté avec mon credit score. » Et c'est vrai, mais pour illustrer mon point, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a un credit score de 680, qui a un credit score moyen et qui décide d'acheter un bien immobilier pour une valeur, on va dire, de 500 000 dollars. Cette personne-là se rend à la banque, on monte son dossier, on voit qu'il a un credit score de 680. On va dire pour l'exemple qu'il va avoir un taux de 6%. Puis on a la même personne qui, elle, cette fois, a un credit score de 820, donc un excellent credit score, avec une belle credit history, et fait cette demande de prêt pour le même montant, soit 500 000 dollars. Ce que l'on sait, c'est que la différence entre les deux taux sera d'à peu près 2%. Si le premier a eu un taux à 6%, le deuxième, qui a un meilleur credit score, aura un taux à 4%. Et 2%, ça représente quoi sur ce crédit-là? Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Eh bien, c'est simple, sur 5 ans, ça représente 75 000 dollars d'économie en intérêt. Sur 10 ans, on parle de 100 000 dollars. Sur 20 ans, on parle de 192 000 dollars. Et sur 30 ans, on parle de 220 000 dollars. Donc oui, avoir un bon credit score, travailler son credit score, ça fait du sens
et ça vous permet d'épargner dans le cadre, par exemple, d'emprunts immobiliers. Alors maintenant, qui est-ce qui va déterminer votre crédit score? On a 3 compagnies majoritairement qui sont les plus connues, à savoir Experian, Equifax et TransUnion. Ils ont 6 critères et à partir de ces 6 critères, ils vont vous attribuer une note. Et ce sera cette note, votre fameuse note, le credit score. Alors maintenant qu'on sait que le credit score, c'est extrêmement important dans sa vie financière ici aux États-Unis, la question qu'on peut se poser, c'est très bien, mais comment le créer mon credit score? Et là, tout simplement, la façon la plus simple, c'est les cartes de crédit prépayées. Alors là, on a un petit retour en adolescence, lorsqu'on essayait d'avoir sa première carte de crédit, on allait voir son banquier, puis il nous disait très bien, mais il va me falloir une garantie. On mettait 500, 1000, 2000 euros peut-être de garantie, et puis ça nous permettait de dépenser ce montant avec notre carte de crédit. Et puis à la fin du mois, comme c'était une carte à débit différé, hop, c'était déduit de notre compte. Et la carte de crédit prépayée aux États-Unis, elle fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais aller voir ma banque, je vais mettre un montant en garantie, ce qui va m'ouvrir une ligne de crédit du même montant, et je vais ainsi pouvoir payer mes factures et construire donc ainsi mon credit score. Deuxième option, le prêt sécurisé. Alors ici, un prêt sécurisé, ça va de soi, c'est un prêt qui exige une caution, soit une caution immobilière, une caution financière ou même une caution personnelle si personne se porte caution pour vous. Sur ce point-là, il y a un deuxième point qu'on oublie souvent et qui est intéressant, c'est par exemple si vous êtes marié à un Américain, une Américaine, ou tout simplement une personne qui est là depuis beaucoup plus longtemps que vous aux États-Unis, qui a créé son credit score depuis plus longtemps, vous avez la possibilité de lui demander de vous mettre en tant que secondary sur ses credit cards. Alors ça va vous permettre d'avoir un énorme boost dans votre score, et sans l'impacter lui, bien sûr. Alors, comment sans l'impacter lui? Eh bien, tout simplement, on fait la demande de secondary, on reçoit la credit card, on prend la credit card, on la découpe. Lui, ça n'a aucun impact sur lui et vous, ça vous donne un gros boost pour vous lancer dans le credit score. Alors, vous pouvez demander ça à un ami aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a mis en tant que secondary. Et voilà, ça a pu me permettre de passer de 600, qui est le credit score auquel on commence de base, à un credit score excellent en moins de 2 ans. Donc voilà, un grand service. Troisième point, si vous avez des cartes American Express. C'est vrai qu'en France, on a souvent parfois des cartes American Express Air France ou des cartes American Express normales. Si vous en avez une, sachez que vous pouvez contacter American Express et leur dire, voilà, je viens d'arriver aux États-Unis, maintenant ça fait 2-3 ans que je suis client chez vous en France, vous connaissez mon historique et généralement, ils vous donneront une carte de crédit qui est beaucoup plus intéressante que ce que peut vous proposer la carte de crédit prépayée et qui, du coup, vous permettra également de commencer votre credit score et de le développer de façon optimale. Alors, maintenant qu'on sait que le credit score, c'est quelque chose d'important, qu'on sait comment le commencer, on va voir ensemble les règles du jeu, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont aller influer votre credit score. Les facteurs, il y en a 6. Alors, 6 majeurs. Et il faut savoir qu'ils ne pèsent pas tous le même poids dans la balance. Le premier, c'est le paiement à temps. Alors, comme on peut se le douter, le paiement à temps, c'est celui qui pèse le plus dans la balance. On parle de 35% de votre note. Alors ici, c'est assez simple. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une carte de crédit qui est ouverte, une ligne de crédit qui vous est octroyée avec cette carte de crédit. Si on prend un exemple, une carte sur laquelle vous aurez une ligne de 10 000 $, eh bien, tout simplement, vous pouvez dépenser 10 000 $. Une fois que vous avez atteint ce plafond, la carte de crédit ne fonctionne plus. Le paiement à temps, c'est tout simplement rembourser le montant que vous avez chargé sur votre carte de crédit à la fin du mois. Si vous avez mis en place ce que je recommande, le paiement automatique, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre une carte de crédit, on va rentrer ses informations bancaires et on met paiement du solde de la carte de crédit à la fin du mois, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que sur ce point-là, vous payez tous les mois votre carte de crédit en temps et en heure et donc on est dans le vert. Et surtout, sur un point qui est une extrême importance, qui pèse pour 35% dans la balance de votre credit score, ça peut être un move intéressant. Si vous ne pouvez pas
payer le solde de votre balance. Je prends un exemple, une personne qui malheureusement fait face à des frais médicaux est obligée d'utiliser sa carte de crédit pour payer le déductible, se retrouve avec 10 000 $ sur sa carte de crédit, malheureusement est obligé de les payer en 3 mois. Ce n'est pas grave, il faut savoir que vous avez un paiement minimum qui est demandé par la compagnie de carte de crédit. Si par exemple, on prend 20% dans mon exemple, ça voudrait dire que la personne, si elle a maxé sa crédit card à 10 000 $, elle n'a que 2 000 $ à payer à la fin du mois pour que cette catégorie-là reste dans le vert. Alors, attention quand même là-dessus, parce que je passe au deuxième point. Dans mon exemple, le mois, par exemple, si on prend le mois d'octobre, on est à 100%, mois de septembre, on paye les 2 000 $, le mois de novembre, pardon, on paye les 2 000 $ et on se retrouve à 80% d'utilisation. Il faut savoir que l'utilisation, le taux d'utilisation, qui est le deuxième point le plus important dans votre credit score, il compte pour 30% de votre note. Et généralement, ce qu'on recommande, c'est entre 20 et 30% d'utilisation. Donc là, dans mon exemple, à 80%, on va encore une fois impacter notre score. Ici, un autre conseil, même chose que pour le paiement à temps, si vous, sur votre application ou le site de votre carte de crédit, vous avez la possibilité d'activer des notifications à partir d'un certain taux d'utilisation. L'idéal, c'est de mettre 20-30%, vous recevez une notification et hop, à ce moment-là, vous pouvez faire un paiement avant la fin du mois et ainsi, pendant tout votre mois, rester dans un taux d'utilisation qui est inférieur ou égal à 30%. Et ça, c'est également assez important quand vous commencez votre credit score. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez une carte qui est une carte secured, vous n'avez peut-être pas forcément une ligne de crédit qui est énorme, vous pouvez vite arriver au-dessus des 30%, parce que le but, c'est de mettre le maximum de factures pour pouvoir augmenter son credit score. Donc, avoir cette notification et pouvoir payer avant la fin du mois pour rester à 30% d'utilisation, c'est intéressant et ça peut vraiment vous aider. Le troisième point, le nombre d'incidents crédit. Alors, ça, pour moi, c'est un point qui est assez similaire au premier point, au paiement à temps, parce que l'incident crédit, il arrive quand ? Il arrive quand on ne paye pas à temps. Alors, la raison pour laquelle il a sa place dans le classement, c'est tout simplement que il y a des grades d'incident crédit. Alors, de toute façon, c'est très mauvais crédit, mais si on a un incident de 0 à 30 jours, c'est quelque chose qui va rester sur notre credit score pendant 6 mois, voire 1 an. 30 jours à 90 jours, c'est très, très mauvais. Ça va rester pendant peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et par contre, la problématique, si vous dépassez les 90 jours de non-paiement, alors là, on a un gros incident crédit qui restera pendant 7 à 10 ans sur votre credit score. Donc là, c'est extrêmement pénalisant, surtout si dans quelques années, vous pensez acheter une maison, une voiture, changer d'appartement, même en tant que locataire. Bien là, malheureusement, vous aurez pas les meilleures conditions, voire le projet ne sera pas possible. Donc vraiment faire très attention au paiement sur ces cartes de crédit ou crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit voiture. L'ancienneté de vos lignes de crédit. Alors, l'ancienneté de vos lignes de crédit, c'est assez facile, ça parle de soi-même. C'est tout simplement la moyenne d'âge de vos lignes de crédit. Ici, un point qui est important, généralement, quand on commence à construire son crédit score, comme on l'a vu, on a une carte prépayée. Donc, on se dit, carte prépayée, au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai bien construit mon score, je n'ai plus besoin, je vais la rendre. Et non, là, attention, c'est une erreur. Parce que du coup, votre moyenne, l'ancienneté de vos lignes de crédit va augmenter de façon importante. Donc, lorsqu'on ouvre une carte de crédit, toujours garder la ligne ouverte. Alors ici, on dit souvent, merci, mais par contre, moi, ma carte de crédit, là, j'en ai une, je la paye 90 $ par an. Je l'ai upgradée, mais si je la garde, au bout de 5-6, ça commence à faire des frais inutiles et un gros montant. Et c'est vrai. Il faut savoir que chaque compagnie de carte de crédit vous propose de pouvoir downgrader votre carte sur des lignes qui ne vous coûtent rien et qui vous permettent donc de valider votre ancienneté et de ne pas avoir d'impact sur ce point-là au niveau de votre ligne de crédit. Et cela est également pour le prochain point, le nombre de lignes de crédit.
Alors ici, c'est un point qui diffère complètement de nous en tant que Français. Parce que nous, en tant que Français, quand on réfléchit, on se dit, plus j'ai de crédit, plus je suis endetté, plus c'est mauvais, moins je vais avoir de chance d'avoir du crédit. Alors aux États-Unis, c'est l'inverse. Plus vous avez de lignes de crédit, mieux c'est. Ça peut choquer, mais il faut se mettre dans les chaussures du prêteur. Lui, ce qu'il regarde, lorsqu'il regarde votre crédit history, c'est il cherche à voir le risque qu'il va prendre en vous prêtant de l'argent. Et ici, si on prend un exemple d'une personne qui fait tous ses paiements à temps depuis 10 ans, qui en taux d'utilisation est à 1%, donc très bon taux d'utilisation, qui n'a pratiquement pas, qui n'a aucun, incident crédit. Là, le prêteur va regarder ça, mais qu'il a 2 lignes de crédit. Là, le prêteur va le regarder et va dire « Ok, bon, c'est bien, cette personne a 2 lignes de crédit, c'est pas mal, depuis 10 ans, il a toujours payé, ok, je ne prends pas trop de risques, ok, vous aurez très probablement un bon taux. » Maintenant, une personne qui, pareil, a toujours fait ses paiements à temps, taux d'utilisation 1%, pas d'incident crédit, mais par contre, qui a une ancienneté de 10 ans, mais par contre, qui maintenant a une trentaine de lignes de crédit. Là, le prêteur, il va avoir une autre image. Il va se dire, waouh, cette personne, depuis 10 ans, elle a 30 lignes de crédit, elle a toujours fait ses paiements à temps, son taux d'utilisation, il est extrêmement faible, donc elle n'a pas besoin du crédit pour vivre. Moi, mon risque, il est de 0. Donc là, non seulement il va être enjoué de vous prêter de l'argent, mais en plus de ça, il va vouloir votre business. Et donc, qui dit vouloir votre business, il va essayer de se placer au niveau des conditions sur le prêt, au niveau des taux d'intérêt. Donc, nombre de lignes de crédit, très important, de ne pas fermer ses cartes et d'en avoir un nombre assez important pour le prêteur. Alors, quand on parle de nombre assez important, on parle de quoi? Il faut savoir qu'entre 0 et 15 lignes de crédit, c'est pour, voire faire. Entre 15 et 30, c'est faire, voire good. Au-dessus de 30, c'est excellent. Alors, attention, une fois que j'ai dit ce point, généralement, les gens me disent ok, d'accord, make sense. Demain, je vais aller prendre des cartes de crédit, 5 cartes de crédit. Non, surtout pas. C'est un point qui se construit sur le long terme. Si vous faites cela, vous allez faire un grand nombre de demandes et là, ça va avoir l'effet inverse. Là, le prêteur va se dire wow, cette personne, 5 demandes de crédit en un mois, 2 mois après, elle refait la même chose. Elle a vraiment besoin de crédit pour vivre. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes en train de vous essayez de construire votre historique. Donc non, faites attention, c'est un point qui se construit sur le long terme, mais c'est un point important. Alors, maintenant qu'on connaît les règles du jeu et qu'on sait que le crédit est important, comment le suivre? Alors, vous avez 2 options. La première option, vous avez un rapport gratuit par les compagnies qui vous notent, à savoir TransUnion, Equifax et Experian. Ils vont vous donner ça de façon gratuite par an. C'est un rapport qui est extrêmement détaillé et je vous conseille vraiment de le regarder au moins une fois par an. Moi, je fais ça, par exemple, avant mes taxes. Ça me permet de voir ce que j'ai bien fait, ce que j'aurais pu améliorer et si on a un crédit qui est excellent, comment le conserver et aller chercher peut-être un peu plus haut pour atteindre les 850. Si on a un crédit qui est en dessous de excellent, comment arriver à ce niveau-là. C'est relativement intéressant et ça vous permet de progresser relativement vite. Alors, au-delà de ce rapport que l'on va utiliser une fois par an, il faut absolument avoir une application qui vous permet de suivre votre crédit score au jour le jour. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous alliez vous connecter tous les matins et regarder votre crédit score. Non, c'est surtout pas ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on utilise ces applications? Moi, c'est une application qui a sauvé mon crédit score. Parce que tout simplement, lorsque vous avez une nouvelle demande qui est faite, un nouveau compte qui est rajouté, vous recevez automatiquement une notification. Et donc, on connaît tous quelqu'un dans son entourage qui s'est fait pirater son Social Security et qui a eu une crédit card ouverte à son nom alors qu'il n'avait pas fait cette demande de crédit card. Ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une notification. Bon, là, en l'occurrence, on est sur Credit Karma, qui m'a dit nouveau compte ouvert, nouvelle inquiries.
J'ai regardé, ce n'était pas moi. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit qui m'a dit aucun souci, on va monter un dossier et on va enlever ça. Effectivement, il y avait des charges qui avaient été mises sur la carte de crédit. Mon crédit score a souffert pendant à peu près 4 mois. Au bout de ces 4 mois, j'ai réussi à régler le problème avec la compagnie et pas de souci, mon crédit score est revenu au niveau où il était avant. Si je n'avais pas eu ça, qu'est-ce qui serait passé? Bon, la personne qui ouvre une carte de crédit, elle met son adresse, ça lui permet de recevoir la carte. Donc moi, les factures, je ne les reçois pas. Les complaints pour non-paiement, je ne les reçois pas non plus. Donc en fait, finalement, jusqu'à ce que les collection services m'appellent au bout de 90 jours, j'ai aucun moyen de savoir qu'il y a une nouvelle carte de crédit qui a été ouverte à mon nom. Et donc là, c'est problématique. Parce que même si je vais pouvoir faire valoir le fait que cette carte, elle n'était pas à moi, c'est un process qui va être plus long. C'est un process qui va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, si ça prend 6 mois, 1 an, maintenant, mon score, il est descendu de façon dramatique. Et donc, si j'avais des projets, encore une fois, d'acheter un bien immobilier, de déménager, de faire un crédit, quel qu'il soit, je vais voir, soit je vais avoir un taux qui sera extrêmement mauvais, donc je ne vais pas le faire, soit je vais devoir me justifier, ça va prendre des heures et des heures, alors que tout simplement, on a une application, j'aurais pu éviter ça. Donc, voilà, très important pour moi de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir au moins votre rapport une fois par an et l'application. Alors l'application, on le voit, elle vous permet de traquer également les 6 points dont on a parlé tout à l'heure, qui sont la payment history, votre utilisation, les derogatory marks, qui sont justement les incidents de paiement, l'âge de votre credit history, le nombre de comptes, et les hard inquiries, qui sont en fait tout simplement les demandes que vous faites. Donc voilà pour cette partie-là. En conclusion, le credit score. Donc en conclusion, on a vu que le credit score, c'était extrêmement important dans votre vie financière ici aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en un clin d'œil, un prêteur, il peut estimer comment est-ce que vous utilisez le crédit. Alors, il faut savoir que le credit score, il n'est pas tout seul. Vous avez votre credit report, votre credit history, qui compte également pour beaucoup, qui est ce rapport qu'on va pouvoir télécharger sur par exemple, Experian. Donc, ignorer la bonne tenue de votre credit score et de votre historique crédit, ce n'est pas la chose à faire. J'ai dit tout à l'heure, faire de multiples demandes de crédit en même temps, pareil, ça montre aux banques ça dit aux banques que vous avez besoin de crédit pour vivre, donc ce n'est pas à faire. Alors, un autre point, si vous décidez d'acheter un bien immobilier, une maison, dans l'année qui arrive, nous, ce qu'on recommande généralement, c'est de ne pas faire de demande pendant au moins 6 mois, voire 1 an. Pourquoi? Parce que si vous arrivez avec un excellent credit score, comme on a vu tout à l'heure, la personne qui avait 800, qui avait un faible taux d'utilisation, 10 ans d'historique, si en plus de ça, vous n'avez aucune demande qui a été faite dans l'année, vous maximisez vos chances d'avoir vraiment les meilleures conditions possibles pour votre achat immobilier. Détenir des soldes de carte élevés, pareil, à éviter. Ici, comme on l'a vu, vous avez la possibilité d'avoir une notification qui vous dit quand vous dépassez les 30%, c'est extrêmement utile, je vous conseille de le faire. Ne pas annuler les cartes de crédit qui n'ont pas d'encours, les downgrader, pour éviter d'avoir des frais prohibitifs de cartes de crédit tous les ans. Et puis, bien sûr, ne pas payer vos factures à temps, c'est pas quelque chose à faire. Donc voilà un peu pour la présentation sur le credit score. Du coup, on va passer aux questions, si vous avez des questions. Cédric, je te rends la parole. Oui, absolument. Alors, voilà, je vois quelques questions qui se ressemblent. Alors, par exemple, Olivier demande, est-il meilleur d'utiliser 3 différentes cartes de crédit à 30% plutôt qu'une seule à 90%? Et Pierre qui demande, si on doit rester entre 20 et 30% d'utilisation, est-ce que cela veut dire que l'on doit avoir au moins 4 cartes de crédit? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que sur la… Alors, attendez, je vais essayer de… là, effectivement, Credit Card Utilization, là, on voit 1%. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le cumul. Votre ligne de crédit, elle est basée sur le cumul de toutes vos lignes de crédit. Alors, si on veut être le meilleur élève, entre guillemets, le mieux, c'est d'être à moins de 30% sur toutes vos cartes de crédit. Pourquoi? Parce que si vous avez des cartes à 0 et une à 90,
vous allez avoir un petit impact pendant peut-être un mois et demi, parce que, par exemple, la compagnie sur laquelle vous avez 90% va reporter 90% d'utilisation. Alors, c'est un impact qui est extrêmement faible, mais voilà, si vous voulez être le meilleur élève, il faut rester à moins de 30% sur toutes vos cartes. Et la deuxième question, Cédric, c'était est-ce qu'il faut, Alors, c'était. est-ce qu'il faut 4 comptes, c'est ça pour rester moins de 30%, ça dépend de votre utilisation de carte de crédit, tout simplement. Vous pouvez, si vous avez besoin de, je sais pas, votre ligne de crédit également, si vous avez une ligne de 10 000 $ et que vous avez besoin de 3 000 $, non, pas besoin. Si vous avez, je sais pas, des besoins de 4 000 $, 5 000 $, et que vous avez que des lignes de 10 000 $, effectivement, ici, il faudra peut-être prendre plusieurs cartes de crédit pour pouvoir rester en dessous de l'utilisation. Et comme j'ai dit, plus vous avez de cartes, plus vous avez de comptes, meilleur c'est pour votre crédit score. Très bien. Alors, une autre question pour toi, Adrien. Qu'est-ce que c'est une ligne de crédit? Ouais, désolé. Une ligne de crédit. Alors, en fait, quand vous ouvrez une carte de crédit, la banque va vous dire je vous donne l'autorisation de dépenser un certain montant sur cette carte de crédit. Par exemple, on a parlé d'American Express tout à l'heure, vous allez chez American Express, American Express vous donne une carte de crédit, ils vont vous dire pour cette carte de crédit, je vous autorise de dépenser 10 000 $. Et donc la ligne de crédit, c'est ça, c'est les 10 000 $ que vous pouvez dépenser sur cette carte American Express. Ok, très bien. Alors, une dernière question, et j'ai un petit peu du mal à saisir la manière dont c'est phrasé. Je pense que, en gros, l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est mieux de payer avant la fin du cycle, voilà, avant que tu reçoives la facture, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un impact au niveau de ton score de crédit? Ouais, pareil, ça c'est une très bonne question. Si on est au début de la création de son credit score, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement on n'a pas accès à des super cartes. On a cette carte avec des garanties, donc on va mettre une garantie de quoi? De 1000, 2000, peut-être 3 000 $, mais on ne va pas se bloquer beaucoup d'argent parce que c'est de l'opportunité manquée sur les investissements. Et donc potentiellement, on va vite atteindre les 30% d'utilisation. Donc là, effectivement, ça fait complètement sens de payer avant la fin du mois. Il n'y a pas d'impact. Vous pouvez, de toute façon, moins vous avez d'utilisation, mieux c'est. Donc, si vous voulez payer, alors, je connais personne qui le fait, mais si à chaque fois que vous faites une dépense, vous voulez payer derrière votre dépense, vous pouvez le faire. Ça n'aura qu'un impact positif. Bon, c'est juste beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que généralement, on sait qu'au-dessus vous êtes dans l'excellent quand on est entre 20 et 30%. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à 20 ou 30%. Et puis, dès que vous recevez la notification, vous allez faire le paiement et comme ça, on est optimal. Alors, question d'Audrey qui nous demande y a-t-il des frais d'utilisation du crédit si on rembourse à temps? Non. Non. Si vous remboursez l'intégralité à temps, il n'y a pas de frais. Mais par contre, c'est une excellente question. J'ai oublié d'en parler. Une des grosses problématiques de transférer sa balance d'un mois à un autre, c'est le taux d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de free money ici aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que dans mon exemple où j'avais une balance de 8 000 $ qui était transférée d'un mois à l'autre, non seulement j'impacte mon utilisation, mais également, si je suis en début de création de crédit, je n'aurai pas accès aux cartes qui m'offrent 0% de taux d'intérêt. Je serai plus sur des cartes qui offrent 15-20%. Donc là, je serai extrêmement pénalisé financièrement. Donc, pour le crédit que vous avez pendant le mois, il n'y a aucun intérêt. Si vous transférez vos dépenses d'un mois à l'autre, là, effectivement, on va avoir des intérêts et des intérêts qui ne seront pas intéressants. Je pense qu'il y a peut-être une confusion par rapport à certains de tes commentaires. Voilà le commentaire que j'ai. Vous avez expliqué que c'est bien d'avoir 30 lignes de crédit, mais si c'est lié à une carte, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs lignes de crédit pour une même carte? Non, alors oui, non. Peut-être que alors, chaque carte a sa propre ligne de crédit.
Donc, en fait, ici, dans l'exemple que vous voyez, 48 lignes de crédit, ça représente peut-être 2 crédits immobiliers et peut-être 2 crédits immobiliers, 2 crédits voiture et 44 lignes de crédit via des cartes qui sont downgradées à $0. Mais chaque carte est une ligne de crédit. Donc, pourquoi il ne faut pas fermer sa carte? Parce que vous ne voulez pas fermer cette ligne de crédit. Est-ce que c'est plus clair, Cédric ou... Ouais. Okay. Voilà, je pense que en termes des questions pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, à moins que tu avais quelque chose d'autre à présenter. Non, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez revoir ou échanger ou revoir votre situation de façon personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec moi dans mon calendrier. Vous pouvez utiliser le QR code qui est là, il suffit de le scanner. Ou alors, je pense qu'il doit y avoir mes informations sur Opin au niveau de la réception. Adrien, attends, dernière petite question en fait qui est intéressante, qui vient de Fabien Rigaud. Nos banques françaises internationales peuvent-elles nous faire débuter avec un bon score de crédit, un bon historique de crédit, étant donné l'histoire du côté français? La seule solution, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est American Express. Si vous êtes client American Express en France, vous avez la possibilité de faire valoir votre crédit history lorsque vous arrivez ici aux États-Unis. Alors, vous aurez la possibilité de le faire valoir auprès d'American Express et ils vont pouvoir vous attribuer une carte de crédit qui sera beaucoup plus intéressante que ce que vous pouvez avoir en carte de crédit sécurisée. Alors, sur ce point, c'est aussi un bon point parce que jusqu'à très récemment, vous ne pouviez pas vraiment faire valoir le fait que vous étiez un bon épargnant pour faire augmenter votre crédit score. Ce qui est un peu frustrant parce que nous, en tant que Français, généralement, on épargne plus que ici aux États-Unis. Alors, depuis peu, ça existe. Ça s'appelle Ultra FICO. Et ici, donc, vous avez la possibilité de vous connecter. Vous allez connecter vos comptes en banque et ils vont suivre votre épargne mensuelle et épargne annuelle. Alors, ça influera dans votre crédit score. Pour le moment, ça influe à quelques pourcents. Donc, je crois que c'est à peu près 5%, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà ça de prix. Donc, voilà. Ok. Petite autre question alors d'Audrey, puisqu'on a des nouvelles questions. Est-ce que la bonne technique est de payer avec la ligne de crédit et de rembourser 15 jours après? De payer avec la ligne de crédit. Alors, la bonne technique, c'est de payer le plus possible avec votre carte de crédit et de rester en dessous des 30%. Après, être à 0 voire 1%, ça fait sens aussi. Donc, si vous avez des grosses dépenses, par exemple, moi, ce que je fais personnellement, c'est quand j'ai des grosses dépenses, je les fais avec ma carte de crédit. Derrière, je vais immédiatement la rembourser, ce qui me permet de montrer qu'il y a une utilisation, mais qu'il y a également derrière un remboursement et donc que je gère ça de façon optimale. Okay. Très bien. En tout cas, voilà, je pense qu'on va clore cette session. Bien sûr, on a des membres de notre équipe qui sont disponibles sur le booth. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre si vous avez autre chose. Merci Adrien. Et puis, en tout cas, la prochaine session, juste pour vous dire, à 3h, aura trait à la fiscalité franco-américaine depuis les États-Unis. Tout à fait. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. La prochaine session, ce sera moi qui l'animera. Je vais remplacer Cédric et ce sera avec Olivier Sureau, qui est président et fondateur de Jade Fiducial, cabinet d'expertise comptable en France et CPA ici aux États-Unis. Et voilà, plein de bonnes informations sur la fiscalité franco-américaine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à tous. Au revoir. Très bien, à très bientôt.